Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 18 de Front-End Chronicles. Je suis Benjamin Ozano et je présente toujours ce podcast avec Denis Seron. Denis, comment vas-tu ? Eh ben écoute, ça va très bien Benjamin. Déjà l'épisode 18, en fait, on les voit même plus passer, hein. C'est impressionnant. Et en plus, les épisodes 17 et 18 se suivent. On couvre les mêmes sujets qui sont les linters. Et aujourd'hui, on va parler de ESLint et de l'histoire des linters en JavaScript. Ouais, on va faire un peu le tour. Puis je pense qu'il y aura des choses un peu plus anciennes que tu pourras présenter, Benjamin, parce que j'avoue que vers les débuts, je ne suis pas forcément aussi calé que toi. Je faisais un peu plus de Java à l'époque et beaucoup moins de JavaScript. Ce sera l'occasion d'apprendre aussi d'anciennes choses qui étaient en place et voilà. Je vais commencer par une question. Comment toi, aujourd'hui, tu mesures la qualité de code en JavaScript ? On est d'accord qu'il y a plusieurs façons de faire, il y a plusieurs sujets. Qu'est-ce qui te vient en tête ? Ouais, je pense que la question elle est un peu large en termes de spectre de réponse parce que qualité de code, on peut penser par exemple au périmètre de test et des choses comme ça. Mais si on veut faire un peu plus l'écho de l'épisode précédent, donc plus au niveau des linters et d'analyse statique, aujourd'hui, moi c'est assez direct, c'est ESLint. Je me pose plus trop la question. Il y a beaucoup de configurations qui sont déjà en place. Il y a beaucoup de support. Il y a plein de gens qui utilisent ça. Donc voilà, moi je pense que c'est ESLint. Puis après, évidemment, il y a d'autres choses à côté pour la qualité de code. Il y a des formateurs de code. Il y a aussi des options de TypeScript. Voilà, parce que aujourd'hui, je fais quasiment plus de JavaScript pur. Et après, oui, il y a toute la stack de tests et de coverage aussi qu'on peut brancher par-dessus. Exactement, ta réponse elle est quasi complète, c'est ce que je m'étais noté. Donc du coup, on peut commencer par ce qu'on connaît tous un petit peu et des fois un peu réfractaire. On fera peut-être un épisode dessus, justement, c'est un bon sujet, tout ce qui est test unitaire, test d'intégration, les fameux tests end-to-end. On a également, tu l'as cité, donc la couverture de code. En gros, ça permet de faire un snapshot de l'état de votre coverage à un instant T. Et qu'est-ce qui rend les développeurs meilleurs ? Eh bien, c'est les linters, et en l'occurrence, ESLint. Mais avant de passer à ESLint, on va faire un petit rétropédalage, on va retourner un petit peu dans le passé, et on va retourner un petit peu sur la définition de ce que c'est qu'un linter, en tout cas le linting. C'est un outil qui vise à respecter un certain nombre de règles pour votre code, et aussi certains design patterns, et non-design patterns, des bonnes et des mauvaises pratiques. Alors le tout premier linter en JavaScript, c'était JSLint, créé par Douglas Crawford. C'est un auteur en fait qui a écrit JavaScript The Good Part, paru en 2008 chez O'Reilly, qui était un gros best-seller sur le JavaScript. Et c'était aussi un gourou JavaScript avec un fort parti pris de comment JavaScript devait être fait. D'ailleurs, le nom du livre est très évocateur sur le sujet. Oui, et puis en plus avec l'époque, il y avait... tu parles de 2008. En vrai, 2008, c'était ES3. Donc c'est très très vieux et il y avait plein de manières de faire, assez peu de garde-fous, pas mal d'écueils. Voilà, on sait que par exemple le ES6 a rajouté énormément de features, mais la base avant c'était ES5. On commençait à se poser les bonnes questions et à construire des choses un peu plus cadrées, quoi. Avant ça, c'était vraiment la jungle, quoi, dans JavaScript. Et donc du coup, en fait, le parti pris, je suis pas sûr que c'était une si mauvaise idée. C'était plutôt dans le champ des possibles, on va se restreindre et on va essayer de travailler comme ça, quoi. Et on va le voir en fait justement que dans JSLint, c'est aussi le cœur de JSLint. Il y a un fort parti pris, on en parlera juste après. Et d'ailleurs, pour rebondir un petit peu sur ES3, il me semble que c'est en 2009 où justement on avait voulu passer en ES4, en tout cas l'ECMAScript voulait passer sur de l'ES4 et ça a été un échec. On est passé directement sur ES5 et une grande partie des features qui étaient proposées en ES4 se sont retrouvées en ES6 en 2015 et c'est pour ça qu'en fait on a eu énormément de features qui sont arrivées cette année-là et que du coup on en a moins depuis ES6. On a un peu moins à chaque fois à chaque version. Et Douglas Crawford a créé du coup JSLint, le premier linter pour JavaScript. Mais il était assez perfectible. Pourquoi ? Parce qu'on pouvait définir qu'un seul type de règle, l'erreur. Pas de warning, et puis pas d'autre niveau, pas d'info, pas d'autre chose. On n'avait que l'erreur. Et en fait, c'était également, du coup, la vision très clivante de Douglas Crawford sur ce que devait être le JavaScript. Il faut savoir que JSLint existe encore. J'ai cru que c'était abandonné.
Il y a eu un gros break en 2012-2013, mais le projet est encore trouvable sur GitHub. On vous mettra bien sûr les liens dans les notes de l'émission où on va pouvoir retrouver le repo de JSLint. Et dernièrement, on peut voir qu'il y a encore des releases, notamment une compatibilité avec un plugin dans VS Code. Voilà. Donc ça veut dire que le projet n'est pas abandonné en tant que tel, il y a encore quelques mises à jour. Oui, et puis je pense qu'il y a des implémentations de règles qui doivent être réutilisées dans les linters modernes, en fait, je pense. Exactement. Après, j'ai pas été voir plus que ça. Je vous invite à aller regarder et pourquoi pas nous dire pour le prochain épisode si vous avez trouvé des petites pépites ou des trésors cachés dans JSLint. Ensuite, en deuxième outil qui vient juste derrière et qui essaye justement de gommer un petit peu les limitations de JSLint, on a JSInt. Alors ça c'est presque pareil, c'est juste qu'il y a un H à la place du L. Et ça a été créé par Anton Kovalyov en 2011. Alors JSInt se veut plus souple et plus configurable que JSLint. Par contre, on n'a toujours qu'un seul niveau de règle, c'est l'erreur. Donc c'est toujours problématique. La qualité de la documentation est très insuffisante pour comprendre comment fonctionne JSInt. Le pire dans tout, c'est que le nom des règles, elles sont pas folles. C'est-à-dire qu'elles sont très difficilement compréhensibles. La base pour qu'un outil soit globalement adapté, il faut qu'il soit compréhensible, à minima. Déjà qu'un outil qui te crie dessus quand tu codes, c'est pas toujours appréciable. Alors si en plus on comprend pas ce qu'il nous dit, je pense que ça peut être très compliqué. Et du coup, moi, c'est rigolo parce que JSInt, c'est un peu plus vieux. Ça a été fait, ça a démarré dans les années 2010, si je ne me trompe pas. Et donc, du coup, c'est à peu près 10 ans après JSLint. On est désolé, c'est pas forcément facile à suivre, mais on vous mettra la chronologie dans les notes. Mais ça, j'ai connu un petit peu, par exemple, et je partage ce que tu disais sur le fait que c'était pas forcément suffisamment clair en fait dans l'intention en termes les noms de règles, les messages d'erreur, etc. Et c'est dommage parce qu'en fait, un linter, on s'attend aussi à ce qu'il nous accompagne quand on démarre. Et c'était pile poil avec mon démarrage de JavaScript. Et ce linter, c'était plutôt dans les points négatifs quand je faisais du JavaScript plutôt que quelque chose qui m'aidait à apprendre. Et en 2013, ESLint arrive et est créé par Nicolas Zakas. Alors c'est pas n'importe qui à l'époque, c'est un auteur d'abord de plein de livres sur le JavaScript. C'est également un contributeur, un très très gros contributeur à une librairie de chez Yahoo qui s'appelle UI, YUI. Et en fait c'est une très veille libre par rapport à nous, puisque la dernière release était en 2014, et elle permettait de faire à l'époque des applications interactives. C'est vrai que pour ceux qui sont arrivés dans le monde du JavaScript avant 2015, c'était vraiment une plaie de faire des applications JavaScript. Ça fait plusieurs fois qu'on le dit. Et en fait, ce genre de lib était assez courante. D'ailleurs, tout ce qui était jQuery, MooTools ou les trucs comme ça, c'était des libs qui étaient censés nous aider à faire plus d'interactivité dans la page. Et j'estime, en tout cas là c'est un avis très très personnel, que JavaScript était pas encore un véritable langage de programmation à cette époque-là. On était plus vraiment sur un langage qui permettait de faire de l'interaction sur une page, mais il y avait assez peu d'intelligence, ou en tout cas s'il y en avait, c'était très complexe à faire. Et c'est pour ça d'ailleurs que cette lib, je pense qu'elle était abandonnée en 2014, puisque à partir de 2014-2015, c'est là où on a commencé à voir des gros frameworks qui étaient AngularJS par exemple. Et c'est dans ces époques-là où en fait il y a des frameworks web modernes qui ont lancé tout ce qu'on connaît jusqu'à aujourd'hui en 2023. Oui, et puis on le ressent sur le fait que à cette époque-là aussi, voilà, comme tu le disais, c'était plus du scripting pour rajouter un peu de complément, un peu d'interaction. C'est-à-dire qu'en fait, on avait le document qui était une page HTML qui était fournie par un serveur, et puis nous, on venait rajouter un peu de paillettes, quoi. Regardez, on a le date picker qui s'affiche, et il n'y a pas besoin que ce soit le serveur qui nous l'envoie, quoi. Mais c'était encore assez isolé, quoi. C'est-à-dire qu'on prenait un tout petit bout de HTML et on lui rajoutait de l'interaction et des choses comme ça. Et c'est que après, en fait, qu'on a commencé à avoir vraiment le gros du développement front-end. Mais c'est marrant, tu parlais de jQuery, et je pense que jQuery, c'est une lib qui a beaucoup influencé la manière de faire des fronts, justement, dans les années 2010-2015, en fait. Parce que tout le monde, ou presque, faisait du jQuery, et donc, du coup, la construction des pages web et l'interaction, en fait, était
énormément drivé par ce qu'apportait jQuery au final. Et du coup, si je reviens sur Nicolas, il plaide pour les bonnes pratiques en JavaScript. Et du coup, lui, ça l'irrite un petit peu d'avoir des outils comme JSLint ou JSInt. Et du coup, il se met en tête de créer lui-même en fait un linter qui va s'appeler ESLint. Et le gros avantage de ESLint, c'est que les règles sont configurables et couvrent à la fois la qualité de code et les problèmes de style lorsque l'on code. Et du coup, aujourd'hui, il est très très complet. Et donc l'avantage principal de ESLint, en fait, c'est sa flexibilité. Donc en plus d'avoir un fonctionnement qui est beaucoup plus simple et beaucoup plus confort, mais la flexibilité est un argument fort. On a un jeu de règles qui est disponible de base. On a des configurations qui sont prédéfinies, voilà, des configurations recommandées, certaines avec un peu plus de choix structurants, d'autres un peu moins. Voilà, donc suivant qu'est-ce que vous voulez, est-ce que vous voulez qu'on vous laisse la possibilité d'ajouter des choses ou est-ce qu'au contraire on ferme un peu les possibilités et on limite les pratiques à un ensemble très fermé. Donc ça dépend aussi des équipes. Et donc l'avantage, c'est que ESLint, il répondait là-dessus à des exigences différentes. On n'a pas les mêmes besoins quand on fait de l'open source, quand on fait une startup, quand on fait un gros projet, quand on fait un projet pour une PME. Voilà, pour ça. Et puis, il y a aussi toute la notion de plugin, en fait. On peut plugger des choses. Donc, on peut plugger des règles sur du JSX. On peut plugger des choses pour TypeScript. On peut plugger des choses pour de la syntaxe propre à Angular. Voilà. Toutes les libs, les technologies qui vont tourner autour de JavaScript peuvent définir un ensemble de règles en complément. Et donc, du coup, en fait, les gens, quand ils vont utiliser ces technos-là, en fait, ils vont avoir les bases de JavaScript et en complément, des règles qui sont propres au langage. Voilà, au niveau du JSX, attention à telle syntaxe, si vous mettez telles accolades dans tel sens, ça ne marchera pas. Donc on peut avoir un certain nombre de compléments là-dessus, et ça c'est toute la puissance aujourd'hui de ESLint. Et aujourd'hui on le voit, si on va sur le dépôt de ESLint, en fait on a les jeux de règles, et puis quand on va voir ses technos préférés, là on voit aussi des jeux de règles qu'on va pouvoir utiliser en plus. Donc je pense à les règles sur les hooks React, je pense aux règles sur JSX, aux règles sur Angular Template, aux règles sur TypeScript en général. Mais il y en a plein d'autres. Il y a RxJS, il y a Redux, voilà, il y en a plein. Et d'ailleurs, justement, je rebondis sur ça. C'est principalement aussi pour ces raisons-là que le projet TSLint, qui était du coup un linter dédié à TypeScript, qui était principalement supporté par une société qui s'appelle Palantir Technologies, qui a annoncé en 2019 que TSLint allait être justement obsolète au profit de ESLint, justement, en ajoutant les règles qui avaient été définies pour le TypeScript, justement dans cet écosystème qui est ESLint. Moi, j'ai fait beaucoup de TSLint et au final, ESLint, c'est plutôt récemment. C'est-à-dire que j'ai attendu que TSLint migre vers ESLint en fait pour faire de l'ESLint parce qu'au final moi j'ai fait un peu de JSint et puis après très très vite j'ai fait du TSLint parce que j'ai fait pas mal d'Angular. C'était très intéressant de voir en fait le positionnement qu'avait TSLint, c'est-à-dire qu'en fait ils étaient en parallèle et on sentait une zone de flou et en fait pour beaucoup de développeurs Angular on se demandait d'ailleurs vers quoi ça allait cibler, donc ça a été ESLint qui a été choisi et je pense tant mieux. Exactement, mais je sais pas si tu te souviens de cette période-là, c'était moi je me demandais en tout cas vers où on allait aller et du coup en attendant on utilisait TSLint avec les deprecated partout et tous les warnings et on se disait bon, dans combien de temps mon soft est périmé. En fait, c'est qu'on attendait aussi la décision de la team Angular. Tu pouvais, toi, le faire et l'ajouter sur ton projet, il n'y avait aucun problème. C'est juste que derrière, il vient quand même avec une liste prédéfinie de choix techniques qui, du coup, te permet directement de développer une application sans trop te poser de questions sur quoi tu dois utiliser et quel lib et quel outil. Et du coup, ça venait également avec TSLint. Et jusqu'à ce que tu disais, là encore, avec des choses obsolètes, tu pouvais le faire à la main, mais sachant que la version d'après d'Angular, peut-être que ce que tu avais mis en place, il allait falloir le corriger et peut-être que Angular allait le mettre. En fait, c'est ça le problème, c'est que Angular était assez obscur sur quand est-ce que en fait ils allaient passer sur ESLint. Et je pense qu'il y avait une relation un peu un serpent qui se mord la queue parce que TSLint aussi, dans ses gros clients, si je puis dire, dans les gros utilisateurs, en fait, il y avait Angular. Donc, tant qu'Angular ne s'était pas positionné, en fait, TSLint continuait de vivoter
Voilà. Et donc du coup, il y avait un peu ce phénomène-là, quoi. Angular ne sait pas où il va, donc il utilise TSLint en attendant, et TSLint est en mode, en fait, j'attends qu'Angular prenne une décision, donc en fait, je continue de maintenir un minimum, quoi. Et je me souviens qu'encore en 2018-2019, il faisait encore des patchs, des hotfix, des choses comme ça, alors que le projet était deprecated et qu'il annonçait déjà sa propre fin, quoi. Et on va faire une petite parenthèse sur le formatage de code. Alors tout à l'heure, j'ai dit que ESLint était très bon à la fois sur la qualité de code et les styles on va dire, de codage, de comment vous allez placer vos mots-clés potentiellement. Mais aussi on a un truc, nous en tant que dev, un peu plus subjectif, qui va être comment on doit formater notre code. Et souvent, c'était une plaie, hein, avant d'avoir un truc automatique qui permettait de me le faire soit au CTRL S, soit quand je perdais le focus de mon IDE. Sans formatage de code, finalement, sans homogénéité dans une code base, on perd du temps un petit peu à relire des choses qui sont normalement faciles à lire. Alors, imaginez sur du code qui est un peu complexe. Et ESLint est assez mauvais finalement sur du formatage de code. Et ce qui est associé souvent aujourd'hui à des formateurs dédiés, on peut dire à ESLint, tiens, du coup, active tel programme, lance tel logiciel pour me formater le code et surcharger potentiellement des règles ESLint que j'avais définies sur du formatage de code. Et j'avais envie de parler du coup d'un truc qui était assez connu qui s'appelle Prettier. Est-ce que tu es utilisateur de Prettier déjà, Denis ? Ouais, j'utilise couramment, hein, comme ESLint et TypeScript. Je pense que c'est un triptyque que je fais à chaque fois que je touche à JavaScript. Donc voilà. Mais en fait, si on vous parle de tout ça aussi, c'est parce que dans ESLint, il y a une partie de règles qui sont autofixables. Alors, c'est un anglicisme, mais grosso modo, on peut demander à ESLint de corriger pour nous la syntaxe. Voilà, je sais pas, moi, le double égal, par exemple, si on lui demande, il doit pouvoir faire un triple égal à la place, si je me trompe pas. Sinon, il y a d'autres règles qui sont autofixables. Si vous voulez une autre règle, ça va être transformer une promesse en async await. Ça, c'est autofixable, c'est sûr. Et du coup, la gestion de ESLint va nous faire une correction, va transformer notre code, mais ne va pas forcément respecter notre mise en forme à nous. Et ce qu'il y a aussi que tu n'as pas forcément évoqué, Benjamin, c'est que il existe déjà des traitements automatiques, mais on a aussi la guerre des IDE. La guerre des IDE, voilà, ceux qui ont fait de l'Atom, du VS Code, ceux qui faisaient du Sublime Text, ceux qui faisaient du WebStorm, voire même du Eclipse ou d'autres choses comme ça, et voire même des solutions beaucoup plus ésotériques. Tout le monde n'utilise pas forcément le même IDE, et donc le formatage, ça a toujours été un sujet compliqué, parce qu'il y a à la fois les IDE qui font le job et pas forcément celui qu'on veut, et en plus de ça, par-dessus, il y a les opinions individuelles. Et un des remèdes à ça, ça a été aussi le editor config. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette solution-là. Donc, il y a quelques IDE qui sont compatibles. Je pense que tu connais, Benjamin, un peu. VS Code, ouais. VS Code et IntelliJ l'utilisent si on l'a mis en place dans son projet. Et en fait, ouais, c'est un espèce de fichier qui donne des configs un peu globales. Ça évite d'avoir trop de configurations différentes. Et voilà, mais c'est pas suffisant. Et l'avantage là avec Prettier, c'est que du coup, on va se tourner vers une configuration qui est automatique et pour tout le monde. C'est pas une mauvaise chose, quoi. On s'enlève un peu ce sujet-là, quoi. En fait, c'est vraiment des débats qui sont pas super intéressants, qui ont peu de valeur ajoutée au final. Et puis derrière, comme tu l'as dit encore une fois, hein, quand tu as une façon de lire quelque chose, tu vas forcément plus vite. Déjà que le code, souvent, c'est assez compliqué, assez complexe à mettre en œuvre et à relire et à donner des bons conseils et à faire exactement ce qu'on souhaite. Si en plus on doit se battre parce qu'il n'y a pas de point-virgule ou il y a un point-virgule où il faut remettre à la ligne, est-ce que ton accolade elle est bien alignée, est-ce qu'il y a un espace à la ligne, tout ça, c'est pas des débats intéressants. Et si on a un outil qui permet de nous le faire rapidement et automatiquement sans qu'on prenne le temps d'y penser, c'est plein de minutes de gagner de compréhension. Donc très très en phase sur le sujet des bonnes pratiques avec ça. Et donc, voilà, Prettier, c'est quelque chose à mettre en plus. Voilà, donc si vous êtes plutôt novice quand même dans l'univers JavaScript, ce qu'on vous recommande, c'est d'avoir ESLint. Donc là, c'est pour l'analyse statique de code. Et après, Prettier, ça va être plutôt, là, on débranche le cerveau pour le formatage et tout le monde est à la même enseigne. La configuration avec ESLint et en plus TypeScript, des fois, elle peut être un peu plus velue.
Là, on vous renvoie en fait au repo ESLint, Prettier et TypeScript. Normalement, il se renvoie à peu près la balle vers la bonne doc pour dire, en fait, quand vous avez les trois, voilà quelles options il faut mettre dans Prettier, quelles options il faut mettre dans ESLint et quelle configuration il faut mettre dans TypeScript pour que l'ensemble se comporte bien. Il y a des configurations qui vous expliquent comment tout mettre pour pas que tout ce beau monde se marche dessus. Et c'est déjà la fin de cet épisode 18. Presque la fin. Avant de terminer, moi j'aimerais bien te demander un peu, qu'est-ce que toi t'en as retenu de l'histoire un peu des linters de JavaScript, parce qu'en fait aujourd'hui on a un ensemble qui est plutôt cohérent et correct, même s'il y a des écueils. Voilà, si vous nous écoutez depuis le début, vous savez que tout n'est pas parfait, mais on est quand même dans une meilleure situation qu'il y a 20 ans, quand JSLint a démarré. Mais du coup, qu'est-ce que tu en retiens, toi ? Alors moi, j'en retiens que ESLint, c'est un outil que j'utilise au quotidien. Je pourrais faire difficilement sans, déjà parce que quand tu bootstrap un projet, avec ESLint, tu peux prendre une base de règles recommandée par la communauté ESLint, validée par les pairs. On peut également avoir la liste de toutes les règles très facilement sur le repo. C'est une grande force de ESLint, c'est que la documentation est accessible et extrêmement bien faite pour un projet open source et grand public, ce qui n'est pas forcément le cas tout le temps. On a également un interfaçage avec des frameworks, des plugins assez facilement. Par exemple, Angular a ses propres règles ESLint de recommandation. Pareil, c'est assez simple à comprendre. Il y a de la bonne documentation, tu l'as dit tout à l'heure. Ils arrivent très facilement à se renvoyer la balle où est-ce qu'on doit chercher. Et puis derrière, si on peut brancher Prettier pour justement s'enlever une épine du pied qui est le formatage de tout un chacun avec son IDE, moi je trouve ça plutôt bien. Et toi, du coup, c'est quoi ton avis sur ESLint et globalement sur le linter justement avec TypeScript ? Ouais, en fait, moi je trouve que s'il y a des écueils aujourd'hui, c'est plus côté TypeScript et JavaScript, mais qui sont liés à l'histoire, au système de typage de TypeScript qui est un typage dynamique qui part au runtime, etc. Mais au niveau ESLint, j'ai pas grand chose à dire. Surtout que, en fait, dès qu'on commence à rentrer beaucoup dans l'opinion, c'est-à-dire avoir des règles très clivantes mais qui nous tiennent à cœur, etc., en fait, rien ne nous empêche de les implémenter pour notre projet, en fait. C'est-à-dire qu'on peut faire nos propres règles et après les importer dans notre projet, etc. Et de manière générale, en plus, c'est un ESLint, en plus, c'est tout ce qu'on vous dit là, ESLint, Prettier et tout ça, c'est des projets open source. Et donc, faut pas hésiter à contribuer. Moi, j'ai eu l'occasion de contribuer, alors pas sur des règles, c'était juste sur de la traduction. Mais si vous allez voir le site français de ESLint, donc fr.eslint.org, je crois, et en fait, il y a une partie de la traduction, c'est moi qui ai fait. Mais voilà. Trop bien. Mais faut pas hésiter. Ils sont hyper accueillants. Faut savoir que côté ESLint, c'est une fondation du coup qui back up un peu tout ça, et c'est une fondation qui a pas mal de fonds, contrairement à d'autres projets open source qui sont vraiment pas forcément rémunérés à la hauteur de ce qu'ils apportent en fait dans le monde. Et du coup, en fait, si vous faites des choses cool, vous pouvez aussi être rémunéré. Alors le but, c'est pas forcément de chercher la carotte, mais vous passez plusieurs jours à faire du dev pour ESLint, et en fait, potentiellement, vous aurez aussi une rémunération par rapport à ça. Donc, je trouvais ça plutôt juste, en fait, comme modèle. Et sachant que ESLint est utilisé partout, moi, je trouve ça plutôt bien qu'ils aient un minimum de fonds pour faire fonctionner leur machine, les gens qui vont travailler dessus, etc., etc. Et cette fois-ci, je pense que c'est la fin, non ? Exactement, là c'est vraiment la fin. Comme d'habitude, vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de streaming, mais également sous un lien unique, bento.me/fec, bien sûr, ça sera dans les notes de l'émission. Vous y retrouverez les plateformes et également nos coordonnées si vous souhaitez nous joindre pour, pourquoi pas, être invité dans un prochain Front-End Chronicles. On vous attend nombreux et nombreuses. Et sinon, on vous dit à la prochaine. Salut ! Salut !